Attention. Clap your hands, everybody, and everybody clap your hands. Let me hear say one. Tournée américaine. Est-ce qu'on peut recommencer, ce qui était intéressant pour ce que vous avez dit hier, le nom de IAM, s'il vous plaît? Le nom? Le nom du groupe, on l'a trouvé dans une période où on était dans une formation précédente, on était 3 membres, donc Keops, Shuriken et moi, on s'appelait B-Boy Stance. Et Kefren, Freeman et Imhotep ont rejoint le groupe en fin 1988 et on cherchait un nom qui représentait vraiment, vraiment l'entité au complet. Et on était vraiment aussi dans la recherche de notre histoire, de l'histoire de l'humanité, à la fois dans la philosophie de nos textes, mais dans ce qu'on samplait, parce qu'on samplait de la musique chinoise, on samplait de la musique égyptienne. Et un jour, on a vu une photo de la marche pour les droits civiques avec des pancartes, les pancartes écrites I am a man dessus. Et on s'est dit, ben voilà, on va s'appeler comme ça. C'est le concept de l'existence, le fait d'être juste reconnu en tant que personne, pas uniquement en tant que chiffre, en tant que numéro. Voilà pourquoi on a choisi ce nom-là. Lumière orange qui s'allume, cheminée qui fume, partie de foot, golf, pneu, silence brisé. Et aussi, grosse influence américaine. Hier, vous parliez de IAM en fait aux États-Unis. Est-ce que ça aurait changé quelque chose si c'est IAM si vous étiez américain? Se rappeler, je suis. On aurait choisi quelque chose d'original. Non, je pense que ça aurait pas changé grand-chose sur la musique parce qu'on a tellement été pétris dans toutes les sorties discographiques venant de New York notamment, hein, qui était vraiment et qui est toujours l'influence principale de notre musique. Donc ça aurait pas changé grand-chose, peut-être un accès des fois plus simple on va dire à l'industrie du disque pour des années où on a galéré dans l'underground, mais à part ça, non. Non, parce qu'en plus, on traînait, on dormait chez Tony D, qui était à l'époque à la tête des charts américains. Donc, on a vraiment tout par de là, parce qu'on voit, devant nos yeux, on voit des mecs qui sont numéro 1 au Billboard faire leurs morceaux. Donc, automatiquement, on a regardé comment ça se passait. Et quand on est revenu en France, c'était fini, on ne pouvait plus faire de morceaux sur les phases B. Il fallait faire nos propres morceaux et on savait les faire. Et on a travaillé comme les Américains le faisaient. Ouais, l'expérience américaine, c'était une grosse évolution technique pour nous. C'est surtout au niveau technologique, on s'en a appris à utiliser sampler, on a appris comment les morceaux étaient faits. Voilà, les scratch, j'avais vu des trucs. Je me rappelle, on était tous les deux fous furieux dans le studio, on s'enfermait dans le studio. Il n'y avait personne, hein, c'est les jours libres. Et quand ils fermaient le studio, on rentre. On y retournait, on enregistrait. Oh, au chef, remets-moi le morceau qu'IAM, ils ont pris sur moi. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith au pied, le regard froid. Discuter la salle, les 3 quarts en cuir roulaient autour du bras. Des balles sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins, des Beloni. Dès qu'il passait, caméo, Midnight Star. SOS Bond, Delegation, Chalabar. Tout le monde se levait, des cercles se forment. Si on était resté aux États-Unis, il y aurait eu moins eu de caricatures sur notre musique. Et moins de. C'est-à-dire, IAM avec un succès équivalent aux États-Unis, à chiffre équivalent, on aurait eu plus de reconnaissance et chaque fois pas l'obligation de tout reprouver et tout redémarrer à zéro. Alors le Yes Weekend, il est surtout sur le concept du plafond de verre. C'est qu'on nous dit qu'on peut et un jour on vient, on se heurte à quelque chose. En fait, ce qui est très gênant en France, c'est très différent ici. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme, mais il y a un racisme institutionnel en France qui est très problématique et qui irradie sur le hip-hop parce que forcément, les acteurs du hip-hop sont la cible de ce racisme institutionnel aussi. Et son audience sont la cible de ce racisme institutionnel. Et souvent, il se passe quelque chose de mauvais en France, bon, je veux dire, n'importe quoi, meurtre, terroriste, trucs comme ça, enfin, voilà. Négatif. Ils se débrouillent pour dire oui, mais ils écoutent du rap. C'est vrai. Et le rap revient toujours. Il y a toujours le rap qui vient dans la sauce, je sais pas pourquoi. Pourquoi le rap?
ça aurait permis aussi de ne pas voir entendre des gens comme Eric Zemmour dire il y a 4 ans que le rap est une musique d'analphabète. Au bout de 30 ans de carrière et autant d'années de hip-hop pour nous. Il y a beaucoup d'alphabètes dans le monde. Ouais, mais justement, mais apparemment ils sont tous rappeurs. On sait ce que tu es quand on voit ce que tu possèdes. Petit frère le sait et garde se fait en tête l'argent. Et t'ouvrirait les portes sur un ciel azur aussi facilement que ces tournevis ou que celles des voitures. Le grand standing et tout ce dont il a envie, ça passe mieux quand tu portes. Ce qu'il ne faudrait pas dire, on a des rap. Il y a tellement de tendances. Alors qu'on ne dit pas ça dans le rock'n'roll par exemple. Exactement. On ne dit pas le rock'n'roll à l'ancienne. Ah, moi ça m'énerve le rap à l'ancienne. Toi, c'est quand on vient de te voir et qu'on te dit ouais, à l'ancienne. Ou que les légendes. Pourquoi les légendes? On n'est pas morts. Sérieux, ça mais pour nous, de toute façon, il y a toujours eu des raps. Il y a autant de rap que d'acteurs. Parce que la culture hip-hop, c'est une culture d'acteurs. C'est une culture où on te dit tu peux rester à regarder, tu peux venir aux soirées kiffer, mais c'est mieux si tu t'impliques. Et tous les gens qui ont commencé avec cette culture-là ont commencé par s'impliquer, par pratiquer une discipline, voire 2 disciplines. Donc très tôt, ça a été. Et chacun a pu interpréter très tôt cette culture à sa façon. Donc on a toujours dit, il n'y a pas un rap, il y a des raps. Il y a autant de rap que d'acteurs en fait, que des gens qui le pratiquent. Est-ce qu'on peut revenir à la culture hip-hop alors? Parce que finalement, très souvent on isole le rap et on oublie le graphe et le break. Le hic, il est là. Mais parce que le rap, c'est une facette de la culture hip-hop, au même titre que la danse, le graphe, le DJing, et maintenant la production musicale maintenant, et ça s'étoffe à chaque fois. En plus. Sans aller jusqu'au graphe et au breakdance, ne serait-ce que contextualiser le rap dans la culture hip-hop. Déjà ça, c'est pas fait. Donc quand tu parles du fait qu'il y ait des raps, oui, il y a des raps parce que tout simplement, aujourd'hui, des gens pratiquent du rap sans savoir que par exemple c'est issu de cette culture-là. Ou alors musicalement, il y a tellement de formes différentes qu'on peut dire que le rap est pluriel maintenant. Je cite des exemples qui sont flagrants. Des gens qui ne connaissent pas cette musique vont voir un groupe en concert et des fois disent j'aime pas le rap. Alors que sur le rock ça ne se produit pas. Ces mêmes personnes vont voir un groupe en concert et ils vont dire j'aime pas ce groupe. Ce sont deux réflexions complètement différentes qui prouvent bien que le rap est traité d'une manière un packaging global. Tout le monde est dans le même bateau, le petit bateau, enchaîné, il y a Bombanania, on y va. Marketer la peur et la violence, c'est un outil très simple. Marketer les choses bonnes, surtout en France, c'est très cucu. On n'aime pas les choses bien. On aime le bad boy en France, on aime le méchant garçon. Donc avoir l'air méchant, c'est bien. J'ai toujours dit, on aime le bad boy jusqu'à ce qu'il soit dans sa cuisine avec un pied de biche à la main et qu'il soit en train de te braquer. Là, d'un coup, de suite, tu passes d'aimer le bad boy à avoir très peur. Ça, c'est l'encanaillement à la française. C'est violent, c'est pas pour ça qu'il n'y a que du rap violent. Hein. Non, les mecs qui font du rap cool. Le problème, c'est qu'on a fait place aux émissions musicales à des talks. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes, pour faire la promotion de leur album, passent plus leur temps à relater des faits de société qu'à promouvoir réellement leur album et leurs textes. Archichokilo, poète armé de stylo, réserve de créativité en garde. Chafino, pas de Heineken, oublié. Mais de l'autre côté, Malik disait le rap, c'est la façon de s'adapter à son environnement. Si l'environnement est violent, il y aura du rap violent. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, on est allé dans des pays où il n'y avait pas extrêmement de violence, ou alors il y avait eu des luttes et des revendications. Le rap était adapté à la situation de ce pays-là. Dans nos pays occidentaux où la violence sociale et la violence des couches les plus pauvres affecte l'actualité, le quotidien de tas de familles, de tas de gens qui vivent dans ces quartiers-là, tiens, le rap en fait est le miroir de ces lieux. Bien sûr. Tout simplement. C'est pas l'inverse. C'est pas la société qui devient violente parce qu'il y a du rap violent. C'est l'inverse. Le rap il s'adapte. C'est un caméléon. Et c'est pas particulier au rap. Hein. Voilà. C'est valable dans toutes les musiques, hein, dans des banlieues pourries de Manchester. Les mecs ils écoutent du punk rock, ils sont énervés aussi parce que leur quotidien est violent et que
et qu'ils n'ont pas envie de faire du bal musette. Polo façonnable, scandaleusement minable, mais retrait de caractère admirable, chichon bidon, histoire de prison, stupide division, artisan, au cliché d'Orient, cuisine au piment, joli nom d'arbre pour des bâtiments dans la forêt de ciment, désert du midi, soleil écrase en pluie la nuit, pendant le mois de Ramadan, il n'y a pas de distraction. Alors dernière question juste par rapport au rap américain. C'est extrêmement violent, c'est salope, pute, machin, etc. bitch. Et moi, mes enfants qui sont blancs privilégiés, ils chantent ça. Comment t'expliques ça, que la révolte noire soit autant intégrée par les privilégiés? Alors ça, c'est deux trucs qui sont complètement... C'est deux trucs complètement différents. C'est une question double. Tu parles de cette musique-là, qui est une musique ultra accessible, au bout d'un moment, elle se défait de ce truc blanc-noir. Et c'est ça que beaucoup de nos sociétés n'arrivent pas à comprendre, c'est que ça passe dans toutes les populations. Cette musique-là est lisible, accessible et praticable par tout le monde. Ça, c'est un premier truc. Maintenant que les couches sociales les plus riches écoutent cette musique-là, je vais te citer tout simplement la culture punk à l'époque. Qu'est-ce qui expliquait, qu'est-ce qui faisait que des enfants de familles bourgeoises renonçaient à leur confort quotidien et au côté aisé que leur offrait le cocon familial pour aller vivre sur des trottoirs? C'est une forme de rébellion. Donc tes enfants, c'est une forme de rébellion d'écouter cette musique. Surtout si tu leur dis que c'est nul et merdique, ils vont l'écouter encore plus. Bon courage. Fumée, encore une bouffée, le voile est tombé. La tête sur l'oreiller, la mer d'un instant estompée. Par la fenêtre, un cri fait se lancer, un homme se fait traquer, un enfant se fait serrer pour une quartier. Menotté, pieds et poings liés par la fatalité, prisonnier du donjon, le test c'est le geôlier, le teuf, la reine, on a grandi avec les jeux, gladiateur courageux, mais la vie est coriace, on lutte comme on peut.